Et ben, le marketing et la vente, c'est vraiment comme une relation de couple. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à communiquer entre eux. On vendait des formations aux entreprises, c'est-à-dire aux patrons des entreprises. Et donc, c'était du B2B. Aujourd'hui, c'est devenu du B2C, le marché de la formation en France. Et ça change tout. Ça change tout dans les méthodes de vente, ça change tout dans la relation. Et ça a clairement ouvert un gros marché et un marché énorme et un super marché, un beau marché. Seulement 20% de nos actions mènent à 80% de nos résultats. Je suis Gérald Faure, business advisor et investisseur. Chaque semaine dans ce podcast, j'accueille des personnalités aux résultats hors du commun. À travers ces interviews, je recherche les plus gros effets de levier qu'ils ont pu appliquer à leur business et à leur carrière. Que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel, nos invités reviennent sur les raccourcis qu'ils ont pris pour scaler leur vie. Et je suis sûr que vous allez adorer. Yes, c'est parti. Salut Vincent, comment tu vas ? Salut Gérald, ça va super bien. Une merveilleuse journée d'octobre, donc au top et super content d'être avec toi aujourd'hui. Super, mais merci beaucoup. T'es dans quelle région là ? Je suis à Cahors, près de Toulouse. Cahors ? On n'est pas très loin en fait. Pas très loin. D'accord, t'es où ? C'est vrai Moi je suis à Bordeaux, je suis dans le sud-ouest, ouais. Yes. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas ? Ouais, avec grand plaisir. Déjà, bonjour tout le monde. Je suis Vincent Moch. Alors, j'ai 32 ans. Je suis entrepreneur là, depuis maintenant 4 ans. Mais avant, j'ai toujours été du coup, dans des métiers à haute responsabilité. J'étais directeur d'établissement hôtelier pendant pratiquement 10 ans. Très vite monté en échelon quand j'étais jeune. Donc là, du coup, on a ouvert avec ma conjointe, Julie, une société qui s'appelle Closer Evolution, où on a ouvert donc un organisme de formation où on va aider, on va apprendre en fait les compétences aux commerciaux. Donc ça va être des commerciaux 3.0, ce qu'on appelle très souvent des closers. On leur apprend 3 compétences clés qui vont être la prospection multicanaux, les appels sortants et le suivi commercial, et la 3e compétence clé, donc le closing. Donc cet organisme de formation-là est ouvert il y a 1 an et demi. On a formé plus de 200 closers à ce jour. Il y en a encore en formation. On a 90 même actuellement en formation. Et à côté de ça, on a une activité du coup historique qu'on fait depuis 3 ans maintenant, qui est une activité d'agence, c'est-à-dire on aide les entrepreneurs justement à développer leur force commerciale à travers une équipe externalisée. Externalisée. Voilà. Et donc du coup, est-ce que les gens qui passent par ton école peuvent intégrer l'agence ? Ils peuvent te servir également de ressources humaines pour être en relation avec tes clients ? Ouais, tout à fait. C'est même mon moyen à moi privilégié du coup pour recruter, parce que c'est des personnes qui ont suivi mon process de formation mis en place, des personnes qui ont déjà ma culture, mes valeurs, qui sont clients, et qui du coup pour moi ça crée un écosystème, c'est clair, très fort pour pouvoir les onboarder beaucoup plus rapidement. Qu'une entreprise lambda ne pourrait le faire. Ok. Justement, tes élèves, je ne sais pas comment tu les appelles, tes élèves, avant de te rejoindre, ils sont dans quelle situation professionnelle ? Qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant ? Si on devait faire des grandes généralités, à quoi ressemble ton avatar sur ce côté-là ? Mes élèves, généralement, ils sont issus souvent de milieux où ils sont en contact avec le client. Mais pas toujours dans la vente. D'accord ? Ils n'ont pas toujours été déjà dans la vente avant. Ils sont en reconversion professionnelle pour 80% des élèves. Ils ont plus de 30 ans. Ils ont souvent, très souvent aussi un enfant. On est papa, enfin je suis papa d'un enfant, j'attends un 2e, et du coup beaucoup de personnes s'y reflètent. Donc ils ont un parcours professionnel plutôt varié, et là ils ont vraiment besoin de changement, de pouvoir apporter une transformation
à leurs clients et de pouvoir travailler surtout depuis n'importe où dans le monde. Ok, c'est vraiment de la mobilité, de la liberté qui viennent chercher. Ouais. Ok. C'est ça. Ok, très bien. Et du coup, les personnes que tu accompagnes à travers l'agence, ça va être quoi? C'est des business d'infoproduits essentiellement? Ouais, on va surtout travailler sur moi ce que j'appelle sur des programmes de transformation ou des programmes de formation. Donc les clients que j'accompagne vont avoir soit un organisme de formation ou vont être infopreneurs. Alors, ils ont des parcours de formation, des masterminds, des services de consulting. Voilà. Ok. Et ça, c'est des gens qui ne souhaitent pas internaliser la compétence. Ou alors, est-ce que justement, tu les accompagnes également dans le recrutement? Comment tu les… En fait, j'ai travaillé avec surtout deux types d'entrepreneurs. Donc, j'ai des entrepreneurs qui en sont vraiment au tout début dans l'externalisation ou l'internalisation. Donc, ils font appel à moi parce que du coup, je sais comment recruter, je sais comment manager des équipes de vente. Du coup, je vais les accompagner en fait sur leur première délégation, d'accord, et leur créer l'écosystème qui est nécessaire pour pouvoir les piloter. Donc ça, c'est généralement des entrepreneurs qui font entre 100 à 350 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, j'ai un deuxième type d'entrepreneurs qui, eux, ont déjà une force de vente, souvent internalisée, et qui veulent du coup la challenger ou qui savent du coup à quel point c'est cher justement que de manager une équipe en interne. Il faut être passionné parce qu'il faut toujours se former, se mettre à jour, chercher des solutions pour chercher toujours un peu plus la performance. Donc ça, c'est vraiment un métier à part entière. Donc ce deuxième avatar-là va venir justement challenger un petit peu sa première équipe en mettant une deuxième équipe en place qui va aller chercher un lead un peu plus lourd. Il va chercher aussi des créneaux horaires qui sont en dehors de ce qu'on peut faire avec des équipes internalisées. Parce qu'aujourd'hui, les équipes internalisées vont souvent être en CDI. Les personnes qui sont en CDI, ils ne veulent pas travailler après 17h, ils ne vont pas travailler entre midi et 14h, très peu avant 9h. Et aujourd'hui, on a des freelances, des personnes qui justement sont en pleine reconversion, des personnes qui veulent faire ça en part-time, en complément de revenus, et qui du coup, on peut utiliser ces ressources externalisées pour aller chercher justement ces heures-là qui en plus sont très demandées surtout dans le domaine de la formation. On a des personnes qui travaillent de 9h à 18h et ils n'ont personne à qui avoir au téléphone après 18h. Donc ça, c'est des moments très demandés et c'est là où ça va être très intéressant de pouvoir travailler justement avec des équipes de vente externalisées plutôt qu'internalisées. Je comprends à 100%. Nous, l'agilité, justement, en interne, sur les business qu'on accompagne, etc. L'agilité, c'est-à-dire, aujourd'hui, on lance une campagne, on a un closer en interne ou deux, on lance, on ne sait pas le volume qu'on va avoir, etc. C'est vrai que le côté agence, le côté extension de l'équipe, c'est clairement un gros pain point à résoudre. Et je comprends tout à fait. Par contre, il se pose après une autre question, c'est comment toi, est-ce que tes closers, ils vont interagir avec plusieurs business. Donc, du coup, comment tu les onboards, comment tu les formes à la méthodologie voilà, comment ils vont pouvoir comprendre, en fait, sans être l'expert, comment ils vont pouvoir malgré tout vendre le programme qui est proposé. Ok. Bon, ça, c'est une très, très bonne question. Et à ce jour, pour l'instant, j'essaie quand même un maximum que mes closers soient uniproduits. Le plus que je peux, je vais essayer d'optimiser un maximum pour que mon closer travaille uniquement sur un seul produit. Maintenant, il s'agit vraiment de préparation, en fait, de créer un écosystème qui te permet justement de les former. Parce que plus il va être expert quand même dans le domaine et savoir de quoi il parle, et plus il va pouvoir aussi être performant. Donc il y a toujours un temps d'adaptation, donc il faut savoir le maîtriser et le faire et l'anticiper. Mais aussi, on va les former régulièrement, pas uniquement justement aux compétences de vente, mais aux compétences du produit qu'ils vendent. On va les former sur l'avatar, on va avoir des fiches avatar
très complètes. On va avoir des fiches techniques, des produits aussi très complètes. Et on va les intégrer un maximum en fait dans l'écosystème des entrepreneurs avec lesquels ils sont en relation et pour lesquels ils travaillent. J'essaie toujours de quand même créer une dimension humaine et très liée entre tous les départements et de ne pas rester en mode agence extérieure mais complètement isolé en fait. Et oui. Après, c'est dur à faire, mais une fois fait, c'est vraiment magique. Ouais. L'onboarding, il y a des vrais enjeux là-dessus. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'un bon commercial peut tout vendre? Tu sais, ce vieil âge qui dit il pourrait vendre du jambon à un rabbin et du à un bédouin, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, de ce genre de réflexion? Ouais. Est-ce que c'est vrai? C'est nuancé. Par exemple, de mon côté, je suis quelqu'un de très curieux. Très polyvalent et c'est vrai que dans ma propre carrière de closer, j'ai autant bien vendu du consulting en immobilier que de la prestation immobilière, que du consulting business. J'ai vendu de la santé aussi. Donc j'ai vendu pas mal de choses différentes, mais il y avait toujours un tronc principal, c'est-à-dire que je m'adressais souvent à des personnes qui voulaient un renouveau. Je suis pas trop. Je suis par exemple en concurrence de temps en temps avec d'autres agences avec ce type un peu d'anciens vendeurs. J'appelle un peu les vendeurs de foi qui sont très bons. Ils ont vraiment quand même des sacrées compétences où ils vont réussir à vraiment projeter les clients. Cette partie du script qui est de projeter les clients, ils la maîtrisent vraiment à merveille. Cependant, on va performer plus qu'eux parce qu'on va toujours avoir ce pas en plus en créant une expertise justement sur ce qu'on est en train de vendre et pas de juste essayer de pousser le produit, mais de vraiment engager le client dans la solution. Ouais, de toute façon, la vente trop émotionnelle, il y a forcément Enfin, c'est comme le marketing, trop émotionnel. C'est bien de le faire, mais il faut... C'est un peu comme tout, il faut juste y mettre le degré nécessaire pour être performant, mais garder son éthique également, parce que sinon on peut faire des textes un petit peu hypnotiques aussi, et au final la personne elle l'achète, elle est contente d'avoir acheté parce qu'elle est persuadée d'avoir répondu à un problème, mais elle sait même pas ce qu'elle a acheté en fait au final. Ça a peut-être ses limites quoi. C'est clair. Surtout qu'aujourd'hui je pense que l'acquisition devient de plus en plus chère quand même, et à partir du moment où tu veux scaler un business, pour moi, il va vraiment être important de créer la récurrence, de créer un lien avec ses clients. Donc, il faut créer avec ses prospects et avec ses clients. Donc, il faut créer vraiment un climat de confiance. Le closer doit vraiment, ce qu'il va vendre, il faut vraiment aussi que ce soit délivré et qu'il puisse continuer justement à oser appeler la personne pour prendre des nouvelles, pour demander des recommandations. Pour l'upseller sur une nouvelle offre, continuer en fait le parcours avec lui. Et s'il va jouer que sur l'émotionnel et que sur la persuasion pure et dure, et que la personne elle s'en rend compte par la suite, et du coup ça va être très difficile pour lui de créer une relation vraiment profonde et il va perdre des futures ventes quoi. On en parlait un peu la dernière fois en préparant l'épisode. Nous, par exemple, on a Florian qui va vendre nos formations WordPress. Il arrive que certains élèves, au moment où ils ont des coachings pendant le déroulé de leur formation, on ait un coach qui soit à la bourre, ou alors ils n'arrivent pas à se connecter, ou il y a un problème X ou Y. Et il rappelle Florian pour lui dire j'ai pas de nouvelles du coach, ou j'ai perdu mes identifiants et tout. Et Florian nous dit en réunion l'autre jour, il faut qu'on trouve une solution pour qu'ils arrêtent de m'appeler, j'ai pas le temps et tout. Et moi je dis non, au contraire. C'est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'ils ont une super confiance en toi. Et au contraire, il faut que tu continues à faire ce service parce que quand tu vas reprendre des nouvelles en leur disant voilà, est-ce que c'est bon, le coaching s'est bien passé, etc. Du coup, tu reviens vers lui en t'intéressant à ces problématiques. Alors que fondamentalement, tu as fait ta vente, hein, donc tu as fait ton boulot, mais c'est toujours une relation supplémentaire, une fondation supplémentaire pour mieux vendre le prochain coup également et l'upseller en effet. Ouais. Pour moi, c'est clé. Hein.
C'est clair. D'ailleurs, en parlant de ça, ce matin même, j'ai Marie-Françoise, une des anciennes clientes, que je fais encore un peu de vente aussi avec les équipes pour toujours être dedans. J'ai une Marie-Françoise qui m'écrit ce matin, qui me dit « Ah, je suis bloqué au module 4, j'ai répondu à une question, mais maintenant je suis bloqué sur la plateforme, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc j'ai pu lui répondre, bon contacte ton responsable succès à ce sujet, mais au fait comment tu vas, est-ce qu'on peut s'appeler cet après-midi, que je prenne des nouvelles. Et voilà, ça m'a donné une petite approche, un contexte. Cet après-midi je vais l'appeler, je vais voir comment ça se passe, elle va me dire que ça se passe super bien, et je vais voir avec elle pour justement si elle n'a pas quelqu'un dans son réseau qu'elle pourrait nous recommander. Et je crée comme ça des ventes de nulle part en fait. Ouais, bien sûr. Parce qu'on a bien fait le travail en amont. Non, mais crée du contexte. Tu as mis le mot, hein, que ce soit autant pour le marketing, les campagnes d'acquisition ou pour la conversion. Là, on arrive, on est combien là? On est le 7 octobre. On va avoir tout le 4e trimestre en e-commerce, les fameux Halloween, Black Friday, etc. Il y a la majorité des marketeurs vont faire, alors c'est pas les meilleurs forcément, mais vont faire des promos sans justement créer de contexte. Genre, pourquoi en fait il y a de la promotion, etc. Et c'est pareil dans la vente. Si on crée en fait un terreau et puis si on n'est pas toujours en train d'être dans le push, mais on peut également tirer également la relation, je trouve que ça peut être c'est vraiment bénéfique, c'est vraiment hyper important. Et comme tu le disais, les coûts d'acquisition sont tellement chers. Aujourd'hui, c'est juste une folie. Si on peut maximiser le nombre de ventes qu'on fait sur un client qu'on a acquis qu'on a acheté qu'une seule fois en publicité, c'est pas tout à fait la même marge à la fin, c'est clair. Ouais, c'est clair. Et surtout, il y a une grosse mode dans laquelle on est arrivé. Quand je suis arrivé il y a 3 ans dans le closing, il y avait un peu un sorte de microclimat chez les infopreneurs où voilà, ils faisaient un webinaire, derrière ça prenait rendez-vous et on avait un flux assez continu comme ça de leads et c'était de la vente quand même assez facile. Et on en a créé justement, certaines personnes ils appellent ça les inbound closers, les closers de leads entrants, mais ça crée un petit peu ça dénaturalise en fait ce que les commerciaux d'avant avaient quand même fait de très bien, c'est-à-dire avoir cette éthique de travail où on sait ce que vaut un prospect en fait. On sait ce que vaut un prospect et on va vraiment aller chercher au bout, c'est-à-dire le suivre, l'appeler, lui écrire, prendre des nouvelles, créer des relations avec lui, connaître le nom de sa femme, etc. Enfin, des choses vraiment importantes pour pouvoir justement optimiser un maximum les coûts marketing. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de closers, de commerciaux qui attendent la nouvelle opportunité, le rafraîchissement, etc. Alors qu'ils ont déjà tellement de choses sur lesquelles ils peuvent travailler et d'opportunités. Et ça c'est vraiment important de faire passer ce message aujourd'hui parce qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se retrouvent bloqués avec ce type de closer sans savoir quoi faire parce qu'ils ne peuvent pas donner plus de leads, mais ils n'ont même pas vérifié à quel point leurs commerciaux exploitent les leads actuels. Tu vois. Comme on dit, l'argent est dans la liste. Ouais. L'argent est dans la base de prospects, exactement. Après, il faut continuer à acheter de la publicité parce que sinon, moi, je vais me retrouver au chômage. Donc, il faut quand même en acheter un petit peu. Ouais, mais il faut en effet traiter sa base. Non, mais 100% d'accord. Les deux sont complètement indispensables, c'est clair. De toute façon, au bout d'un moment, il faut… En fait, moi, je suis assez étonné même de certains clients qui font des stratégies uniquement de retargeting et uniquement d'email au niveau de leur marketing et qui n'épuisent jamais leur base. D'ailleurs, je trouve ça vraiment génial, mais je suis assez surpris en fait que ça fonctionne. Alors, et qu'il n'y ait pas de renouvellement, que par exemple le renouvellement soit sur 10% du budget pub. Ça, je suis assez surpris, mais tant mieux si ça fonctionne et ils ont raison de le faire. Justement, tes closers par rapport à la relation au marketing, comment tu organises un petit peu ça? Parce que le closer peut se plaindre d'avoir des mauvais prospects, etc., pas qualifiés. Le marketing peut se plaindre qu'il n'y ait pas de conversion sur la vente. Comment tu organises tout ça et qu'est-ce que tu conseilles vis-à-vis de ça? Ok. Déjà, j'ai chaque closer qui rentre dans mon équipe, j'ai une liste de règles.
d'accord? J'ai une liste de règles qu'ils doivent vraiment respecter et qu'ils doivent vraiment accepter et signer à leur arrivée. Et la première règle, ça va être de jamais se plaindre par rapport à la qualité des leads. Ça, c'est hors de question. Et la deuxième règle, c'est jamais se plaindre et toujours venir avec des solutions. Donc ça, c'est hyper important. Déjà pour créer le cadre et éviter d'avoir ça. Ensuite, c'est clair qu'on peut avoir des leads plus ou moins qualifiés et que la relation entre les deux est hyper importante. C'est un petit peu… tu me disais, je crois, tu as aussi une épouse. Hein. Pardon, oui, exactement, oui. Oui, oui. Ok. Ben pareil, j'ai une épouse et quand on communique pas bien, ça va mal. Notre couple, il va mal, etc. Par contre, quand on communique bien, notre couple, il s'élève et tout va bien. Et le marketing et la vente, c'est vraiment comme une relation de couple. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre à communiquer entre eux. Donc, le meilleur moyen, moi, que j'ai fait là pour l'instant, c'est que tous les jours, j'ai des sales huddles, des meetings que je réalise avec les deux équipes qui sont réunies, sur lesquelles on va vérifier bien sûr la data, mais aussi d'autres données comme quelles ont été les dernières objections, quelles ont été les réponses à certaines questions types comme qu'est-ce qu'ils désirent accomplir après cette formation, essayer d'aller chercher un peu leurs plus grands secrets, pas uniquement des données socio-démographiques comme leur âge, etc. Pas uniquement ces données-là, mais aussi un petit peu les données un peu plus cachées qu'on récolte quand on fait un bon diagnostic avec les vendeurs au téléphone. De toute façon, un bon avatar, c'est pas un avatar qui donne des données démographiques. C'est la psychologie, c'est les choses comme ça. Savoir que c'est un homme ou une femme, peut-être au final, peut-être qu'on s'en fout. Ce qui est important, c'est la finalité, le but de sa démarche. Pourquoi il a besoin d'acheter ce programme, quelle est la problématique aujourd'hui dans laquelle il est. Et en effet, ouais, je trouve ça. Tu mets le doigt sur un truc que je dis à longueur de journée. Quand on m'envoie un avatar, je dis mais on s'en fout en fait de son âge, sa raison géographique. On va un peu l'utiliser, mais en fait, ce qui compte, c'est la motivation profonde, quoi. Donc, c'est clair. Ce qui va le pousser vraiment à prendre action, quelles sont ses urgences, pourquoi il doit le faire maintenant. Le but, c'est vraiment d'essayer aussi de raccourcir les cycles de vente le plus rapidement possible, donc d'aller toucher les bonnes personnes qui ont besoin maintenant est très très important. Savoir ce qu'ils rêvent pour bien placer le pitch, l'argumentaire après est très important. Qu'est-ce que tu penses de ces méthodes? Alors, c'est peut-être celle que tu utilises d'ailleurs, mais donc j'ai oublié le nom je crois que c'est un Américain. Le principe est de laisser parler 80% la personne et de parler et que le closer ne parle que 15-20%. Je sais plus quel est son nom. Je crois que c'est Dan Lok, non? Ouais, c'est ça, exactement, Dan Lok. J'ai été formé chez lui, pour info. Okay. J'ai été formé chez lui et je suis pas d'accord du coup avec ça. C'est très nuancé, c'est-à-dire oui, il faut commencer en fait, l'appel en écoutant. C'est-à-dire de faire un bon diagnostic, poser des questions très puissantes pour pouvoir justement avoir les bonnes réponses. D'accord ? En fait, on ne cherche pas aussi uniquement à poser les bonnes questions, mais on cherche vraiment les bonnes réponses. Donc, c'est déjà savoir quelles réponses on a besoin de connaître. Ensuite, dans certains domaines, on a quand même affaire à des personnes qui sont en manque de confiance. Et si on va uniquement leur poser des questions, on va pas justement les projeter, les aider à créer de la confiance en eux, les aider à créer de la confiance en nous. Donc, il y a un équilibre à trouver et il n'est pas toujours le 80-20 à ce niveau-là dans la vente. Il y a aussi une expertise à prouver sur ces appels de vente-là et on ne peut pas uniquement le faire en questionnant. Par contre, ce qui est très intelligent dans cette méthode-là, c'est que ça peut éviter à certaines personnes d'être trop sur le processus plutôt que d'être sur Hawaï. Ça reste quand même très important de vendre Hawaï plutôt que de vendre le processus. Et c'est vrai que les personnes qui vont parler 80% du temps,
Ils vont parfois donner des choses dont le client n'a pas besoin pour passer à l'action. Et du coup, ça devient une objection plus tard, en Et fait, du coup, j'imagine. ça devient une objection plus tard, exactement. Alors que ouais, c'est le plus grand défaut sur lequel je travaille, c'est-à-dire que parfois il faut, enfin, c'est pas parfois, il faut vraiment vendre la vision en fait au prospect plus que ce qu'il a besoin réellement pour l'accomplir, parce que on a besoin de rêver. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a beaucoup de choses sur Netflix sur les programmes spatiaux là, comme SpaceX, les Challenger, etc. Et ces gens-là, ils ont réalisé des trucs de malade. Et ça venait justement ça vient d'une vision, ça vient d'une croyance comme quoi ils peuvent y arriver. Mais si on leur avait dit comme quoi ça allait être super dur, qu'il allait y avoir des morts, qu'il allait y avoir des explosions, etc., blablabla, blablabla, ils se seraient jamais lancés. Donc, si pareil, on va dire aux nouveaux entrepreneurs ou aux mecs comme quoi tu vas bosser 15 heures par jour, tu vas devoir trimer, tu vas te prendre des rejets, tu vas te prendre des noms, etc., blablabla, il passe pas à l'action. Il passe pas à l'action, il va prendre peur. Alors que bien sûr, on va l'emmener à surmonter tous ces obstacles si on a un bon programme, un bon accompagnement, des bonnes méthodos, le bon produit. On ne peut pas, mais on doit l'aider à se projeter, à croire en lui pour qu'il puisse justement passer à l'action. Surtout si on va aller chercher des programmes un peu plus à étiquette. J'avais une question. On est en plein essor du CPF. Qu'est-ce que ça implique pour toi en termes de closing? Puisque moi, aujourd'hui, j'accompagne des gens qui font du CPF, on en fait également, mais j'imagine pas faire du CPF sans le closing. Donc, est-ce que toi, tu as le même point de vue que moi? Et comment ça se passe, le CPF versus des méthodologies plus classiques d'encaissement? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Toi, tu n'imagines pas de faire du CPF sans closing, c'est-à-dire? Ouais, j'imagine pas vendre un programme finançable par le CPF sans mettre de closer dans la boucle pour faciliter la transaction, etc. J'ai l'impression que très souvent, les gens qui viennent acheter sur le CPF, c'est la première fois qu'ils achètent une formation. C'est la première fois que j'achète un programme. J'ai l'impression que le CPF, et je pense d'ailleurs que c'est l'erreur que commet beaucoup de gens, c'est que les gens croient qu'en fait le CPF, ça va être un nouveau moyen d'encaisser. Moi, je pense que non, ça a ouvert un autre marché. Ça a ouvert le marché des gens qui n'achètent pas de formation, en fait. Donc, je vois plus l'opportunité comme ça. Moi, je vois aussi complètement l'opportunité comme ça. Ça c'est aussi un truc qui… Bon, je vais revenir sur une partie, mais il y a beaucoup de personnes qui disent que les personnes qui achètent un CPF ne vont pas être engagées dans leur formation. Pour moi, les personnes qui sont responsables de ça, c'est pas les personnes qui ont acheté un CPF, c'est les personnes qui leur ont vendu la formation. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, pareil, quand je compare avec une agence sur laquelle on est concurrent, les personnes qu'on fait rentrer nous en CPF sont beaucoup plus engagées et vont au bout du processus plutôt de pratiquement 30% comparé à l'autre agence. Pourquoi? Parce que justement, on va closer les personnes à être engagées dans leur formation. On ne va pas juste les closer à acheter une formation avec leur CPF ou leur fonds propre. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pourquoi, pour moi, il est très important de mettre un closer, même si on fait du CPF. Parce qu'on a besoin de personnes qui sont engagées. Parce que, de toute façon, si on est certifié Calliope et que les personnes ne vont pas au bout de la formation, on n'est pas payé. On n'est pas payé dans l'entièreté. Donc c'est très important que d'avoir des personnes engagées. Maintenant, il y a malheureusement, justement, dans le CPF, il y a beaucoup de charlatans qui causent tort, mais c'est clair que ça a ouvert un nouveau marché. Avant, on vendait des formations aux entreprises, c'est-à-dire aux patrons des entreprises. Et donc, c'était du B2B. Aujourd'hui, c'est devenu du B2C, le marché de la formation en France. Et ça change tout. Ça change tout dans les méthodes de vente, ça change tout dans la relation et ça a clairement ouvert un gros marché et un marché énorme et un super marché, un beau marché parce que rappelons-le quand même qu'il y a des personnes qui pour
cumuler ces droits au CPF. Ils font un job alimentaire qu'ils détestent. Ils se lèvent tous les matins, ils vont se taper 2 heures de métro, pareil le soir pour rentrer. Donc, c'est un droit qu'ils ont cumulé et sur lequel ils ont conscience de la valeur que ça a. Donc, c'est un très beau marché, une très belle opportunité qu'on a là en France aujourd'hui avec le CPF. Mais il ne faut surtout pas oublier aussi que, OK, c'est super le CPF, mais il faut savoir aussi garder une part de fonds propres, de financement en fonds propres et de, OK, on sait vendre avec le CPF, mais la personne, si elle n'a pas de CPF, on sait lui vendre aussi. Et ça, aujourd'hui, on a bien réussi à le faire. Là, on travaille avec un très gros organisme de formation où on tourne à peu près en 1 an et demi. Il est parti il y a 1 an et demi, il était à 0 € de chiffre d'affaires. Il n'existait pas. Là, on est à pratiquement 200 000 € de chiffre d'affaires par mois. On est vraiment 2 agences concurrentes et on a ouvert la porte, et ça, on est vraiment très fiers, c'est-à-dire qu'il y avait 0 € d'encaissement CB. Quand on est arrivé 6 mois après eux, 0 € d'encaissement CB, on est à maintenant 30% d'encaissement en fonds propres. Et on va vendre en encaissement fonds propres, en paiement en 1 fois, en paiement 2 fois, en paiement 3 fois. On ne va pas uniquement chercher aussi des plans de financement à rallonge. Et c'est très important, surtout dans les business qui tournent au CPF. Je pense que tu dois le savoir. On a besoin de fonds de roulement qui est énorme. Bien sûr. Et donc, savoir faire aussi rentrer la trésorerie est très, très important. C'est bien parce que tu casses une croyance que beaucoup de gens ont de pas prendre la carte bancaire quand ils font ou le prélèvement quand ils font du CPF. Je trouve ça très pertinent et c'est même une croyance que j'ai tendance à avoir aussi. Mais au final, c'est vous qui êtes au contact du client, c'est pas nous au marketing en fait. Donc si toi tu le dis, tu as forcément plus raison, quoi. Ouais. Pourquoi leur interdire en fait d'aller faire la formation parce qu'ils n'ont pas de CPF en fait. Il n'y a aucune raison. S'ils ont un besoin, qu'on peut répondre à ce besoin, même s'il faut qu'il aille vendre sa voiture parce que c'est important pour lui, qu'il le fasse. Non, mais carrément. On a bien parlé du closing, mais toi, comment t'es arrivé à faire ça? Comment tu nous as parlé de ton parcours un petit peu au début de l'épisode, mais comment l'idée est venue et comment vous êtes arrivé à bosser ensemble sur ce projet-là avec ton épouse, du coup, je crois? Ouais, c'est ça, avec mon épouse, Julie. Comment on est arrivé là? C'est venu un peu comme mes élèves aujourd'hui, c'est venu d'une reconversion. C'est-à-dire qu'on était dirigeants en hôtellerie-restauration, donc on travaillait tous les deux ensemble, Julie et moi. Et pour l'anecdote, ça s'est vraiment très mal passé, même entre elle et moi dans cet univers-là, dans le sens où j'étais directeur, c'était la directrice adjointe, on cumulait à peu près 70 heures chacun par semaine. C'est vraiment un métier qui en demande beaucoup parce que on va avoir la partie ressources humaines, on va avoir les amplitudes horaires qui sont énormes. Donc, il faut avoir plus qu'une passion en fait. Et surtout en plus, quand on voyait ce qui arrivait sur la fiche de paie à la fin du mois, c'était très compliqué. Julie avait envie de fonder une famille. Moi, j'étais pas encore trop pour être un petit peu. C'est un peu perso, mais bon, voilà, elle avait envie de fonder une famille. De mon côté, c'était pas le cas. Donc, c'est parti un petit peu en cacahuète. L'hôtel, c'était vraiment de plus en plus de choses à faire, de ressources. T'en as un qui est malade le matin quand t'arrives, t'enchaînes des chiffres de 48 heures. Bref, Julie est partie en burn-out. Moi, je l'ai suivi 3 mois après en burn-out. On s'est séparés pendant cette période-là. On s'est retrouvés et là, on s'est juré de plus jamais travailler pour un patron. On était entrepreneur quelque part dans l'entreprise dans laquelle on était, mais sauf pas pour nous. Et donc, on s'est vraiment juré de trouver des solutions pour être entrepreneur et du coup, pour fonder une famille. Parce que du coup, elle m'a ouvert l'esprit là-dessus et l'objectif était créer notre truc et devenir entrepreneur. Donc bon, on a commencé un petit peu on s'est dit, le digital, c'est une superbe opportunité.
on a commencé par créer un blog donc autour du domaine de la santé, voilà, santé, sport, comment bien manger, etc. Blablabla. Et on s'est aperçu que ça allait prendre une plombe. Mais vraiment, ça allait prendre une putain de plombe. Et on lit les livres comme justement le 80-20, dont tu parles beaucoup. On va lire plein d'ouvrages sur l'entrepreneuriat. Et on se rend compte que généralement, ils ont quand même une certaine explosion en appliquant ce type de méthode. Et là, on voit que le blogging, c'est du travail de fondation. Mais on était au chômage, on n'avait pas envie d'y rester très longtemps. Et d'ailleurs, ça a une superbe opportunité quand on est entrepreneur en France. C'est-à-dire, on peut toucher le chômage. Aujourd'hui, vous pouvez créer une activité une entreprise en 15 minutes sur Internet. Vous pouvez bénéficier du chômage en créant votre activité. Enfin bref, on est dans un pays juste exceptionnel pour devenir entrepreneur. Donc, arrêtez de penser aux États-Unis, etc. C'est sûr. Plus chanceux. Ici, en France, on est vraiment très, très chanceux là-dessus. Et je remercie ce pays de m'avoir permis justement de me lancer en toute sérénité là-dessus. Et donc, bref, on s'aperçoit que ça prend une plombe. On commence à avoir un peu le syndrome de l'objet brillant, à regarder, ok, on pourrait peut-être faire du e-commerce. Ah tiens, le Bitcoin, ça a l'air de décoller. Ah merde, ça chute. Bref, je cherche des solutions et là, je tombe du coup sur un webinaire. Donc le webinaire de Dan Lok, justement, dont tu faisais référence plus tôt, et qui parle justement de cette activité de pouvoir closer les prospects d'entrepreneurs. Et ça fait plutôt sens pour moi si je me dis, punaise, ouais, c'est vrai, en fait, ils ont fait tout le boulot. Toi, Gérald, tu fais tout le boulot, c'est-à-dire que tu vas faire le contenu, développer le site internet, t'occuper des clients. Enfin, c'est un boulot monstre que de créer un business. Et ça a vraiment fait sens pour moi de dire, ok, je vais aller vendre leurs produits. Ils ont fait tout le boulot et moi, j'aurais juste en fait à me servir de leurs ressources pour aller vendre leurs produits. Et du coup, j'ai investi nos dernières économies dans cette formation. J'ai appris les bases, c'est les bases chez lui, mais elles ont le mérite d'être là. Et du coup, après, pareil, j'ai eu un peu cette chance, on va dire, de très rapidement tomber sur Julien Mouzy à l'époque, qui était en train de démarrer vraiment à ses tout débuts. Il avait peut-être 15-20 clients, même pas quand je suis arrivé. J'ai commencé à l'aider du coup à développer son business. Et là, très rapidement, en fait, lui m'a rejoint en voyant qu'en un mois, je faisais 4 000 € de commission, alors que je n'avais jamais atteint ça en étant directeur d'hôtellerie, tu vois. Donc, ça a très vite décollé. Donc, elle a fait la formation également de son côté. Puis, elle m'a rejoint. Elle a travaillé pour Emmanuel Gagliardi à l'époque. Donc, elle vendait des programmes de formation pour péter les plafonds de verre à des femmes cadres. Donc, pour des programmes de développement personnel spécifiques pour les femmes. Pareil, ça a très, très bien marché. Et moi, j'ai été beaucoup sollicité, en fait, par d'autres entrepreneurs pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, j'avais Julien plus quelques autres, donc à un moment, mon temps était limité. Pareil, je dis, les leads commençaient à arriver, et du coup, elle a pris vite la responsabilité aussi d'accueillir d'autres personnes, de commencer à créer les process, et pareil, moi, des entrepreneurs, du coup, de les mettre en relation avec les membres de mon réseau, tu vois. Et du coup, on est venu, Closer Evolution. En même temps, il y avait Dan Lok qui était en train de développer closer.com, dans lequel on a essayé de l'aider à monter ça. Donc, on a été leader d'équipe aussi chez lui à l'international. Ça a été une aventure extraordinaire, parce que de pouvoir quand même on aime, il y a certains, on n'aime pas, ça reste un businessman vraiment talentueux. Il a fait décoller son business. Ouais, il faut recontextualiser. C'était celui que tu avais mis le pied à l'étrier, donc tu n'avais que ce. Alors moi, je le connaissais. Tu m'en as parlé la dernière fois, j'ai oublié son nom, mais j'en avais forcément entendu parler. Mais peu importe en fait, même si ça avait été un charlatan, c'est celui qui t'ouvre les yeux. C'est ton paradigme, c'est ce mec-là. Tu arrives à bosser avec lui, tu bosses avec ton mentor de l'époque, qui ne l'est peut-être plus après, mais c'est complètement ok. Hein. Enfin ouais, clairement.
Ouais, donc ça a été une sacrée opportunité. J'ai pu rencontrer des personnes comme Vincent Delmonte qui a monté un sacré business dans le fitness à l'étranger. Donc c'est des business qui font plus de 8 chiffres. Donc rencontrer ce type de personnes, ça a ouvert notre esprit de malade. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était plus en train de nouveau en fait aider quelqu'un à accomplir sa vision plutôt que d'accomplir notre propre vision. Donc c'est là où on a redit stop et du coup on a créé Closer Evolution. Et là on a fait face à plusieurs défis. C'est du coup que quand on s'est séparé de l'environnement de Dunlop, on n'avait plus de ressources, c'est-à-dire on n'avait plus de closer pour pouvoir travailler avec nous. Donc là il a fallu repartir à zéro et c'est là où on a dit ok, ben, on monte notre formation, on va les former. De toute façon, c'est ce qu'on fait à chaque fois. On est obligé de reformer les gens, etc. Donc, on va le faire. On crée l'organisme de formation et ça va nous permettre de créer un écosystème assez fort, avec des fondations assez solides pour pouvoir justement aussi développer l'agence. Et voilà comment on en est arrivé à là. Et depuis, c'est vraiment une aventure magique où on en apprend tous les jours. Où tous les jours, c'est quelque chose de Jeff Bezos que j'adore. It's always day one. Et c'est vrai, tous les jours, on se remet en question, qu'est-ce qu'on peut apprendre de nouveau, comment on peut avancer, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur ce qui s'est passé hier, etc. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Aujourd'hui, on a des écosystèmes solides qu'on n'avait pas il y a 3 ans, qu'on aurait rêvé avoir. Mais tout ça se fait en chemin et j'ai hâte d'être à dans 10 ans quoi, et de voir comment ça aura grandi. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils te demandent ce que ça fait de travailler avec ta femme? Moi, on me pose la question tous les jours. J'imagine que toi, ça doit être souvent aussi. Ouais. Le fait d'avoir business ensemble, mais également le fait d'avoir bossé ensemble dans le salariat, parce que c'est intéressant ce que tu amènes là-dedans, avec votre petite rupture, enfin votre rupture temporaire, etc. C'est intéressant. Comment vous appréhendez la chose? Ben, en fait, ça s'est fait de manière assez, on va dire, naturelle. Je pense pas que c'est quelque chose qu'il faut forcer. Ça s'est présenté à nous, on s'est lancé dedans. Et après, ben, pour le mieux appréhender, c'est comme quand on a parlé de marketing et de la vente, c'est faut instaurer un climat de communication, pouvoir toujours communiquer et aussi se créer des espaces des fois où on est complètement séparés et chacun a sa soupape pour pouvoir respirer. Mais c'est une sacrée force parce qu'on se comprend, on comprend les difficultés qu'on vit tous les jours. Et on a aussi séparé en fait, c'est-à-dire qu'elle s'occupe vraiment de l'organisme de formation et où j'ai du coup pas grand-chose, on va dire entre guillemets, à dire. Moi, je vais y apporter ma pédagogie du terrain. Mais en dehors de ça, sur comment manager les coachs, sur si elle a besoin d'un avis extérieur, elle va venir. Mais sinon, autrement, je ne vais pas m'en occuper. Et elle, c'est pareil au niveau de l'agence. Quand je lui en demande, elle intervient. Si je lui demande rien, elle n'intervient pas. Et on garde nos distances là-dessus. Et après, ouais, c'est la communication. Quoi. Et il y a des coups de gueule, et c'est normal. On en aurait aussi avec nos partenaires. On en a aussi de temps en temps. Ça arrive avec des employés ou avec des partenaires. Mais, bien sûr, ouais, ça reste des relations humaines, exactement. Ouais, c'est ça. Non, on fonctionne à peu près de la même façon. L'un amène de la hauteur dans la partie qui est chapeautée par l'autre. Et ouais, je trouve ça intéressant. Est-ce que dans tout ce parcours ultra inspirant, je te l'avoue, est-ce qu'il y a une erreur qui a été plus bénéfique qu'une autre? Quelque chose qui t'a vraiment permis de dire, OK, ça plus jamais, et une erreur sur laquelle tu as pu vraiment capitaliser? L'erreur sur laquelle j'ai pu capitaliser, c'est parfois on va dire, être passé à l'action trop tôt, peut-être. C'est-à-dire, il y a des fois où je n'étais pas prêt à 100% pour accompagner certaines personnes, mais comme j'ai une éthique de travail, je me suis toujours cherché du coup à me dépasser. Et du coup, on peut le voir comme une erreur sur le moment T, mais sur le long terme, ça m'a permis de grandir
x10 en fait. Ok, Alors, ok. je sais pas si c'est vraiment une erreur. Ah non, mais si, ouais. c'est hyper bien. C'est un risque, ouais, c'est un risque ultra bénéfique. Ouais, je vois tout à fait. De toute façon, ici, on prône souvent le fait de se lancer, quel que soit le domaine. Hier, on en parlait dans l'immobilier avec un intervenant que j'ai interviewé. On en parle également très souvent dans le marketing. Il vaut mieux lancer rapidement ses campagnes pour avoir de l'info, apprendre et itérer. Bah, dans le service aussi, hein, dans tous les cas, clairement. Je suis 100% aligné avec ça. Et est-ce que tu sais identifier un coup de chance que tu aurais pu avoir tout au long de ton parcours? Ouais, bah, ce que je parlais avant, d'être un peu arrivé au bon moment dans cet écosystème et d'avoir développé la vente en fait, d'être tombé sur ce foutu webinaire qui m'a appris la vente, qui est l'essence de tout business. C'est-à-dire on peut avoir la plus belle voiture du monde avec la plus grosse carrosserie, si on n'a pas d'essence, elle va pas avancer, elle va pas rouler à 300 km/h. Du coup, pour moi, la vente, c'est le poumon, le cœur, ce qui permet d'avancer et ce qui aujourd'hui nous permet de créer, que ce soit Closer Révolution et tous les projets annexes qu'on développe. Donc, ouais, ça, c'est un gros coup de chance. Je suis heureux que les publicités ont fait leur job ce jour-là. Ok, bah super. Ouais, c'est vrai, des fois. Et on a un clic de changer nos vies. Ouais. Des fois, c'est assez vrai. Ouais. Et si du coup, là maintenant, tu avais la possibilité, dans un claquement de doigts, de maîtriser la compétence que tu veux, sans avoir forcément à travailler, sans forcément avoir toute cette étape d'apprentissage, en un claquement de doigts, tu maîtrises une compétence particulière, qu'est-ce que tu choisirais? C'est savoir vendre, clairement. Savoir vendre, que ce soit savoir vendre ici, savoir se vendre sur un podcast, savoir se vendre sur scène, savoir vendre son offre, savoir vendre à ses enfants leur éducation, le fait de respecter les règles de vie, savoir vendre à sa femme, comme on va devoir travailler tard pour pouvoir accomplir nos rêves. Ouais, tout ça, ouais, savoir vendre. Cette compétence-là, pour moi, c'est celle-ci que si je pouvais faire comme ça, si j'avais pu faire comme ça avant à l'époque, c'est ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais dire en fait aux personnes qui ont 20 ans aujourd'hui et qui beaucoup se forment dans des écoles de commerce où on n'apprend même pas vraiment cette compétence-là. On va leur apprendre à faire un SWOT, à faire des études de marché, etc. Mais on va leur apprendre à vraiment conclure la vente, à comment on communique avec des prospects, comment on fait un suivi commercial avec eux. Et donc, ouais, si je pouvais faire passer ce message, il y a des personnes de 18, 20 ans, apprenez la vente, ça ne sera jamais perdu, quoi. J'ai des élèves qui, pour certains, abandonnent. On a des personnes qui ne vont pas au bout, qui abandonnent après la formation. Ça arrive, c'est complètement OK. Et je suis complètement OK aussi avec ça. Pourquoi? Parce que je sais que cette compétence-là, même s'ils ne l'utilisent pas eux en devenant eux commerciaux, j'en ai certains qui vont l'utiliser parce qu'ils ont créé des business super. Il y en a un qui crée des CRM personnalisés pour les closers freelance. J'en ai qui ont développé leurs propres offres et qui du coup vendent maintenant eux-mêmes leurs offres. Donc c'est quelque chose qui reste essentiel. Je suis 100% OK une fois de plus. Il y a une histoire, il y a un gars à Bordeaux que je trouve ultra inspirant. Alors, je ne vais pas dire son nom évidemment, etc. Mais il doit avoir une 60aine d'années. Aujourd'hui, c'est un des plus gros promoteurs de la place bordelaise et promoteur immobilier. Et il a commencé, lui, au départ, il avait un petit business, il était tout seul, il nettoyait les chantiers. Donc, en gros, le taf, pas un taf de passion du tout, quoi. Le taf parce que pas spécialement de niveau scolaire, pas d'occasion de faire autre chose. Au final, il nettoie des chantiers, il remplit des bennes avec des déchets de chantier. Et un jour, il y a quelqu'un qui rentre sur le chantier pendant qu'il est en train d'installer tout son matos et tout pour vider. Et la personne lui dit, voilà, est-ce que je peux parler, est-ce que vous travaillez ici? Comment ça se passe? Il dit, oui, je travaille ici. Ok, très bien. En fait, nous, on a un projet, on a un super terrain, on aimerait faire telle construction. Je ne vais pas donner de détails parce que je ne vais pas me rappeler de l'histoire exactement. Ouais. Mais voilà.
je veux faire ça, etc. Au final, il s'est retrouvé à parler, à juste écouter la personne qui venait lui pitcher son projet de construction. Et il a monté en suivant il a tissé une relation avec ces personnes-là. Il a monté une boîte de construction. Et ensuite, il est devenu marchand de biens. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros promoteurs. Et il a juste eu cette... même s'il n'avait pas le niveau scolaire, il n'avait pas fait d'école de commerce, il n'avait pas fait de tout ça, il a juste eu le temps et surtout la faculté d'écouter la personne, de la conseiller sans lui mentir, mais juste il était au bon endroit au bon moment et ça a suffi en fait pour la convaincre et le mec a monté sa boîte et aujourd'hui il est multimillionnaire. C'est en dizaines de millions d'ailleurs que ça se C'est clairement inspirant. C'est aujourd'hui ce qui est vraiment à comprendre, c'est que il y a déjà deux choses. C'est que d'ici à 2030, 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et c'est une donnée hyper importante qui montre comme quoi on est en train de vivre vraiment une ère de changement et qu'on ait été à l'école ou pas à l'école, qu'on ait suivi tel ou tel cursus, on est tous capables d'apprendre en fait. Et on n'avait peut-être pas envie d'apprendre à un certain moment parce que c'était des choses qui ne nous concernaient pas. Mais aujourd'hui, on peut apprendre, on peut écouter des autres, on peut justement tendre la main et avoir des mentors justement qui vont nous aider, qui vont nous guider pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment tout est possible aujourd'hui. Il y a plus d'excuses en fait. Il y a vraiment plus d'excuses et ce genre de parcours-là, comme tu racontes, c'est hyper inspirant. Pour moi, ça fait écho à un truc et l'importance de la vente là-dedans, c'est qu'on peut avoir un super produit et jamais faire de business et on peut ne pas avoir de produit et juste par la vente, donc par le business, par la relation humaine, s'en sortir. Et donc, en fait, la vente pour moi, c'est la compétence clé. Puisque au départ, on peut dire après le marketing, le machin, je ne desserre pas non plus ce que je fais, mais au départ, je peux aller les chercher un par un mes prospects. Je peux aller les chercher à travers de la conversation, des groupes Facebook, du LinkedIn, etc. Mais c'est de la vente, même si c'est de la vente par chat ou par messagerie privée. Mais ça reste du moins du relationnel. Et donc, la vente, c'est une conversation, c'est clair. Et pour moi, c'est la compétence fondamentale qu'il faut avoir. Et ensuite, après, on découvre une autre expertise éventuellement. Mais la priorité pour moi, celle qu'il faut absolument obtenir, c'est la vente, hein, plus que tout le reste. En fait, je reste persuadé. C'est clair. Alors, sur un des business sur lequel on est, en janvier, février, mars, on faisait une trentaine de ventes par mois. Et on n'avait pas de site internet. On n'avait pas de site internet, pas de séquence automatisée, pas de webinaire, pas rien. Donc, juste avec notre compétence, on allait chercher ces ventes-là. Et c'est tout à fait possible. Et justement, à partir du moment où on vend, après, c'est beaucoup plus simple aussi d'établir son marketing autour parce qu'on va avoir les ressources financières, on va avoir le retour du terrain et on va pouvoir créer vraiment le product market fit, etc. Et c'est beaucoup plus simple de construire dans ce sens-là. Mais il s'agit de faire le travail que beaucoup de personnes trouvent difficile parce qu'il faut se prendre du rejet. Et ça, on n'aime pas trop, quoi. Et pour tous les sceptiques, bon là on est presque à 1 heure d'épisode, logiquement les sceptiques sont déjà partis, mais pour tous les sceptiques qui restent, en fait, on n'est pas, c'est pas une arnaque de prévendre ou de vendre sans marketing ou quoi que ce soit. Au contraire, ça permet de créer un produit qui est vachement plus aligné avec les attentes finales du consommateur, de l'acheteur. Parce que le meilleur feedback, c'est le commercial. Ce matin, j'avais un call avec un client que j'accompagne sur sa stratégie. J'ai demandé à Florian, qui lui fait les ventes, d'être avec moi parce qu'au final, on se posait une question sur l'avatar. On se posait la question de savoir est-ce que ce qu'on lui propose, c'est réellement ce qu'il recherche, puisqu'on est sur du marketing intentionniste. Eh ben, qui peut mieux le savoir que le closer, que la personne qui a les gens au téléphone? Personne, en fait. Et donc ouais, là-dessus, pour moi, compétence fondamentale. Et dans la boîte, et même personnellement, on doit tous savoir défendre nos intérêts et communiquer, quoi. C'est ultra important. Plus grosse erreur de certains entrepreneurs qui vont déléguer la vente au site photo sans vouloir la prendre, qui vont la repousser. Généralement, ils vont pas très loin et c'est dommage parce que ouais, il faut savoir. Ils restent au centre de l'équation. Ils n'ont pas de feedback. Ils restent au centre. C'est pareil pour le SAV, pour le e-commerce.
Je recommande à tout le monde de ne pas déléguer son SAV trop tôt quand on fait du e-commerce. Parce qu'il faut comprendre en fait les problématiques des produits qu'on vend, clairement, de la façon dont on les vend. J'en reste persuadé. C'est clair, super. Non, mais en tout cas, super inspirant et la vente. On l'a dit, on l'a répété durant cette session d'une heure, mais apprenez-le. C'est hyper important. C'est quoi la suite pour Closer Evolution, les prochains enjeux là, ça donne quoi? Les prochains enjeux pour Closer Evolution, ça va être le développement de deux nouvelles formations, de vraiment officialiser le fait qu'on accompagne les commerciaux sur les deux compétences qui sont complémentaires au closing pur, qui sont le suivi commercial et la prise de rendez-vous. D'accord ? Donc, justement, on parlait de liste de prospects, c'est-à-dire comment on génère des rendez-vous pour les closers ou pour soi à travers de listes qui soient mortes ou existantes pour pouvoir développer le chiffre d'affaires. Et aussi la prospection pour les moments où le marketing intentionniste subit quelques fluctuations, par exemple, que le commercial ait toujours justement le contrôle en fait dans son pipe et sache aussi générer des opportunités. Ça va être là les deux gros enjeux sur lesquels on travaille et qu'on va officialiser rapidement et qui sont vraiment excitants parce que ça va être une montée en compétences des sales énorme. Et au niveau de l'agence, c'est de vraiment solidifier les fondations et puis d'aller scaler, quoi. C'est top. Comment toi, tu continues à progresser au quotidien? J'investis en moi dans des mentors. Tu as eu un invité il n'y a pas longtemps, je crois, Alex Dana. C'est mon mentor. C'est lui qui va me montrer le chemin. J'ai des routines. J'ai une routine qui va être de toujours regarder ma vision, de regarder mes objectifs, mais aussi d'apprendre. C'est-à-dire que tous les jours, comme je le disais plus tôt, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Et ça m'aide justement à progresser et à rester dans le game, quoi. Ok. Bah c'est ultra inspirant. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté cette invitation. On s'est rencontrés justement par rapport à cet épisode-là et c'est une super rencontre. Je suis super content d'avoir fait ta connaissance, d'avoir fait cet épisode. Je suis sûr que c'est un épisode qui va plaire en plus. J'ai pas de doute sur ça. Ok, bon, en tout cas, si vous avez des commentaires ou autres par rapport à cet épisode-là, n'hésitez pas à poser vos questions et on sera très heureux. Super. Est-ce qu'il y a des endroits est-ce qu'il y a des liens que je peux mettre en description pour qu'on te retrouve, qu'on suive un peu ton travail? Ouais, le mieux pour me retrouver, c'est d'être sur LinkedIn, le plus simplement. Sur Facebook un petit peu, même si je suis de moins en moins présent sur cette plateforme-là. Et notre site internet, www.closerevolution.com, ou tout simplement nous écrire un mail avec vos enjeux sur la vente et on vous répond avec contact@closerevolution.com le plus rapidement possible, quoi. Bah, c'est top. Merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée et puis à bientôt. À bientôt. Merci Gérald. Passe une belle journée. Ciao.